Le 9 mai, c'est une date symbolique, c'est une date qui évidemment marque la journée de l'Europe qui célèbre dans tous les pays de l'Union européenne la fameuse date fondatrice du 9 mai 1950, Robert Schuman qui présente ce jour-là sa proposition relative à une organisation de l'Europe, la fameuse déclaration Schuman considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. Une date qui arrive évidemment au lendemain du 8 mai, dont on sait qu'elle rappelle la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le correspondant européen du journal Libération depuis plus de 30 ans, Jean Quatremer, est avec nous. Dans le cadre de cette actualité, dans ce contexte-là, bonjour Jean Quatremer. Bonjour. C'est une date qui n'est pas si connue que cela des Français, peut-être moins que le 8 mai. C'est un peu normal parce que c'est une date un peu technocratique, puisqu'il s'agissait d'un appel lancé par Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères de la République française, en faveur de la réconciliation franco-allemande dans le cadre d'une Europe intégrée. Cette Europe intégrée, elle concernait des secteurs qui avaient alimenté la guerre, c'est-à-dire le charbon et l'acier. C'est ce qui permet de fabriquer des armes. La CECA. C'est la fameuse CECA, Communauté économique du charbon et de l'acier. Et ce n'était pas du tout évident. Vous vous rendez compte ? Nous sommes 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. La France a été humiliée pendant 4 ans, s'est abîmée dans la collaboration. L'Europe a disparu de la surface de la Terre. La France est encore, une partie de sa classe politique est encore favorable à un démantèlement de l'Allemagne, comme le président du Conseil de l'époque, Georges Bidault, qui est un atlantiste farouche, pro-américain, et qui veut démanteler l'Allemagne. Et qu'est-ce que fait Schuman ? Aidé par le commissaire au plan Jean Monnet de l'époque, qui dit on va intégrer l'Allemagne, insérer l'Allemagne dans un grand ensemble, un ensemble européen, où elle ne nuira plus à personne, où on va partager nos souverainetés, on va gérer ensemble ce qui permet de fabriquer des armes, donc le charbon et l'acier, et ainsi entamer un processus de rapprochement. C'est visionnaire, et c'est tellement visionnaire que Robert Schuman prépare son annonce, donc il le fait avec une voix monocorde, vous savez, on le sait encore. Heureusement, les Français, quand ils l'entendent, et ça leur dit quelque chose, une voix monocorde, il explique, il fait cette déclaration à la surprise générale, à tel point qu'il n'y a même pas les caméras de télévision qui sont en train de tourner. Il a fallu retourner le lendemain sa déclaration. Pourquoi ça a été si secret? C'est parce qu'il savait que si il l'annonçait un petit peu en amont, ce qu'il allait faire, s'il avait consulté les diplomates, s'il avait consulté les forces politiques, les gaullistes, les communistes, farouchement souverainistes, s'il avait consulté le patronat, farouchement isolationniste, etc., ça aurait été une levée des oppositions et ça aurait été un non à la CECA. Donc il fallait prendre tout le monde par surprise. Donc le matin du 9 mai, Conseil des ministres, il informe les autres ministres. Grosse discussion, tout le monde s'engueule autour de la table. Finalement, une majorité se dégage en faveur de ce plan et il fait l'annonce juste après. Et il prend tout le monde par surprise. C'était une sorte de, allez, je vais employer ce mot, de coup d'État de l'intelligence, le coup d'État des hommes de bonne volonté, le coup d'État des hommes de paix qui ont décidé de passer par-dessus les corps constitués, passer par-dessus les opinions publiques pour faire notre bien. Parce que c'est une réussite. Est-ce que nous avons connu la guerre en Europe, entre nous, au sein, pas sur le continent européen, mais au sein de l'Union européenne depuis 1945 ? Non, c'est un succès incroyable. Donc c'est un appel de paix. Et d'ailleurs, certains demandent, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame, demandent la béatification de Robert Schuman, ce qui serait pas volé en l'occurrence, parce que franchement, quelqu'un qui a été à l'origine d'un projet de paix et qui a maintenu la paix sur le continent depuis 70 ans, il mériterait d'être béatifié, à mon sens. Robert Schuman s'inspirait de quel schéma de pensée par rapport à la construction européenne? D'ailleurs, est-ce que le terme de construction européenne n'est pas un anachronisme par rapport à l'époque? Non, parce qu'il le pensait, il savait que ça serait... D'abord, il faut savoir que Robert Schuman est un chrétien, un catholique fervent, un catholique alsacien, qui est né allemand, qui est devenu français. Donc, il a connu les deux guerres, il est passé d'un pays à l'autre, il a combattu sous les deux uniformes. C'est pas rien pour quelqu'un comme Robert Schuman. C'est un démocrate chrétien allemand. C'est pas du tout un démocrate chrétien à la française. On n'en a plus de démocrates chrétiens en France. Donc, Robert Schuman sait qu'on ne peut pas forcer le destin. Il sait que les choses, que l'être humain est complexe. Et donc, il faut bâtir ce qu'il appelle des solidarités de fait. Il ne faut pas une construction d'ensemble. Il est pas... Comme il a une formation allemande, il est pragmatique. Nous, en France, on adore le théâtre révolutionnaire. Vous savez, le grand soir qui va tout changer. Voilà, ça va être fantastique. L'abstraction. Voilà, demain, on rase gratis.
lui, il sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Et il est à l'allemande, c'est-à-dire, voilà, on va commencer petit à petit, comme un Lego, un jeu de Lego, donc une brique, une après l'autre, et ainsi de suite. Et regardez où on en est. Je veux dire, aujourd'hui, on en est à fabriquer des munitions en commun. Je veux dire que c'est pas rien. On a fait des vaccins en commun, je veux dire, on est un espace de paix. C'est la guerre en Ukraine qui nous a poussé à le faire. Bien sûr, mais à chaque fois, parce que cette Europe qui a été construite depuis 70 ans, a permis de s'adapter à des situations qui n'étaient absolument pas prévues au départ. C'est ça le pragmatisme. Mais que dites-vous, Jean Quatremer, quand des Français rappellent que la France fabriquait ses propres munitions à Saint-Étienne, je crois, manufacture de Saint-Étienne, et que les Allemands, en fait, ont coulé l'industrie française pour fabriquer leurs propres munitions, qu'il y a une sorte de rivalité entre la France et l'Allemagne sur la fabrication des munitions. Mais pas seulement sur ce dossier, en général, il y a des rivalités. Il y a des rivalités entre les régions. Vous croyez que l'Île-de-France accepte facilement de partager avec la Creuse? Allez en Creuse, ils vous diront ce qu'ils pensent de l'Île-de-France. Donc la rivalité entre les hommes, la rivalité entre les régions, la rivalité entre les pays est consubstantielle. Mais si de cette concurrence, de cette rivalité naît une plus grande puissance, bah, tant mieux. C'est de la concurrence. C'est de l'émulation que naît la puissance. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas pour rien que les États-Unis sont la première puissance de la planète depuis plus d'un siècle. Et il le reste parce que la concurrence est l'alpha et l'oméga de la vie économique. Donc moi, ça ne me dérange pas. Sur votre question, parce que je ne veux pas l'esquiver, sur votre question, évidemment qu'il y a une rivalité franco-allemande. Mais c'est à nous aussi de défendre nos industries. C'est à nous aussi de refuser, d'être un peu les idiots utiles du marché intérieur, puis les idiots utiles de la mondialisation. Voilà, c'est à nous de se défendre. C'est de la politique, hein, l'Europe. C'est pas des gens qui sont là en train de se regarder en disant on va faire le bien du monde. Non, c'est de la politique, c'est des rapports de pouvoir, des rapports de force entre les hommes, les femmes, bien évidemment, maintenant, parce qu'à l'époque, il y avait que des hommes, et les femmes, et entre les États. Le 9 mai, commémoré en Allemagne, plus que chez nous. Non, le 9 mai n'est commémoré nulle part, et d'ailleurs, à part à Bruxelles, au sein des institutions communautaires, et d'ailleurs, c'est une demande du Parlement européen de transformer le 9 mai en jour férié dans l'ensemble de l'Europe. Parce que quand vous donnez un jour férié à l'ensemble des citoyens, d'un seul coup, ils disent « mais pourquoi on est férié aujourd'hui ?» Et ça les pousserait à s'intéresser. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Le 9 mai est la fête de l'Europe, je dirais, pour les institutions européennes, pour les Européens, pour les intellectuels, mais le peuple, plus largement, ignore évidemment cette date, ce qui est dommage. On pourrait basculer du 8 au 9, en tout cas. Ça serait une excellente idée. Alors, en même temps, le 8 mai est une date importante parce que, autant je suis contre la commémoration du 11 novembre, parce que c'était une guerre civile européenne absolument monstrueuse dans laquelle les Allemands n'ont pas plus de responsabilité que les Français. C'était une boucherie, au mieux, où on la commémore tous, en tous les cas, mais on ne fait pas un jour férié. Mais le 8 mai, je suis très réservé parce que le 8 mai, c'est la victoire de la démocratie sur le totalitarisme. Sur l'horreur absolue, sur le génocide, sur la haine de l'homme par l'homme. Donc le 8 mai, moi je serais assez favorable à ce qu'on le garde. On pourrait très bien faire 2 jours, 8-9 mai, pourquoi pas férié. Les Français seraient ravis, non ? Jean Quatremer, vous parlez de la figure donc, de Robert Schuman, figure démocrate chrétienne. On sait qu'on pourrait citer d'autres figures, Gasperi, etc. Démocrate chrétienne. Voilà, qui ont joué un rôle dans l'émergence de l'Europe. Aujourd'hui, vous avez dans les courants qui contestent, alors pas nécessairement europhobes, mais je dirais eurosceptiques, vous avez l'idée, en particulier chez une partie des chrétiens, que l'Union européenne a dérivé vers des valeurs qui ne sont plus celles de ses origines. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça ? Ça dépend quelles sont les valeurs chrétiennes. Si vous considérez que, par exemple, les valeurs chrétiennes, c'est l'interdiction du mariage gay, c'est l'interdiction de l'avortement, etc., oui, effectivement, en Europe, aujourd'hui, je dirais que globalement, la société européenne a évolué. Mais est-ce que les valeurs chrétiennes, c'est pas la paix, la collaboration entre les hommes, la tolérance, le refus de la haine? Ça reste profondément européen. Regardez les valeurs européennes qui sont citées dans le traité. Je veux dire, qui peut ne pas se reconnaître dans ces valeurs? La démocratie, l'état de droit, l'égalité entre hommes et femmes, le refus de la discrimination, etc. Donc, les valeurs chrétiennes, justement, et c'est pour ça que moi, j'étais très contesté. Pourtant, je suis
agnostique, hein, même athée, on va dire, pas du tout chrétien, etc. Mais moi, à l'époque, j'avais de la Constitution européenne, vous vous rappelez quand il y a eu cette négociation en 2003, il avait été question de faire référence aux racines chrétiennes de l'Union européenne. Jacques Chirac s'était opposé. Voilà, et ça avait été une bataille. Les Allemands le voulaient, la plupart des autres pays européens le voulaient. Ceux qui n'ont pas voulu, ce sont les Français. Et je pense que c'est une erreur, parce que de facto, l'Europe a été fondée par des démocrates chrétiens, pas par des socialistes. Il faut que les choses soient très claires. Parce que, curieusement, la gauche est beaucoup plus souverainiste que la démocratie chrétienne. Les conservateurs sont aussi souverainistes. Et en fait, la chance extraordinaire que nous avons eue, c'est après-guerre, la force de la démocratie chrétienne dans l'ensemble de nos grands pays. La démocratie chrétienne était forte en Belgique, était forte au Luxembourg, était forte en France. Le MRP était forte en Italie, la démocratie chrétienne. Et évidemment, la CDU-CSU en Allemagne. Je pense que si on avait eu des socialistes au pouvoir à ce moment-là, dans tous les pays de l'Union européenne, on n'aurait pas vu l'Europe. Parce que, consubstantiellement, alors ils sont pour eux, entre l'international, donc la révolution mondiale, et la nation, il n'y a rien. Et on le voit bien, je veux dire, regardez Mélenchon par exemple. Pour lui, l'Europe est un impensé, c'est même un ennemi à combattre, et qu'il n'imagine la révolution que nationale et la révolution mondiale. Bon, alors à ce rythme-là, on n'est pas sorti de l'auberge. Il n'aime pas les strates intermédiaires. Ça n'est pas dans la psychologie, dans la culture. C'est absolument pas dans la culture, en tous les cas, de cette gauche-là. Ça, c'est clair. Et donc, la gauche, regardez, la pensée sur l'Europe, elle est totalement absente des écrits de la gauche française. Parce que la gauche n'est pas atlantiste. Et on ne peut pas séparer quand même l'atlantisme de l'émergence de l'Union européenne non plus. Il n'y aurait pas eu l'ogre soviétique. Est-ce que Robert Schuman, il n'y aurait pas eu le plan Marshall? Est-ce que Robert Schuman aurait pu faire advenir le projet qui est LC1? Je ne suis pas certain, parce que c'est une très bonne question que vous posez. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 1950, la question centrale, c'est celle du réarmement allemand. Nous sommes entrés dans la guerre froide, hein, le rideau de fer s'est abattu sur une moitié de l'Europe, et les Américains ont décidé de réarmer l'Allemagne. Et les Français, évidemment, sont extrêmement inquiets, parce qu'on sait très bien qu'une Allemagne réarmée pourrait de nouveau échapper à tout contrôle, et on risquait d'aller vers la guerre. Donc comment régler, comment arracher, si vous voulez, les griffes et les dents de l'ogre allemand qui nous fait tant peur? Et c'est ça l'idée géniale de Monnet, c'est faire du judo. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut réarmer l'Allemagne, c'est nécessaire, mais il faut réarmer l'Allemagne dans un cadre européen, où elle serait sous contrôle de l'Europe, et chacun partagerait sa souveraineté. C'est ce que voulait aussi François Mitterrand. Il a plutôt suivi cette ligne, non, François Mitterrand? Évidemment, François Mitterrand quand il a fait le tournant de la rigueur, donc en 1982-83, il a balancé par-dessus bord l'héritage socialiste. La grande rupture au sein de la gauche qu'on trouve encore aujourd'hui, c'est celle-là. C'est au moment où une partie de la gauche, effectivement, suit le train démocrate chrétien, pendant qu'une autre partie, incarnée par Chevènement, et puis dont Mélenchon est aujourd'hui l'héritier, puisqu'il reste du Parti socialiste, etc., eux deviennent de plus en plus eurosceptiques. Et ça se creusera en 1992, au moment du référendum sur Maastricht, et encore plus au moment du référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005. Comment expliquez-vous, Jean Quatremer, le pape François revient de Hongrie, où il a tenu un certain discours à Viktor Orban en particulier sur l'immigration. J'aimerais d'ailleurs qu'on dise un mot sur l'immigration, mais comment expliquez-vous l'existence de démocraties dites illibérales, le groupe de Visegrad, en parlant de la Pologne, de la Hongrie en particulier, qui sont les têtes de pont de cette pensée-là? On pourrait s'attendre que libérés des soviétiques, justement, ils soient extrêmement favorables à l'Union européenne, et ils le sont par certains aspects, mais ils sont aussi très hostiles à certains points que l'Union européenne, dont l'Union européenne fait un élément de chantage quasiment. Qu'est-ce que vous dites là? Alors il faut distinguer d'abord les opinions publiques des politiques. Les opinions publiques, à 80%, veulent rester dans l'Union européenne. Les politiques aussi. Viktor Orban est réélu quand même avec des marges énormes. Absolument, mais c'est pour ça qu'il ne quitte pas l'Union européenne. Est-ce qu'on a un Hongxit en prévision, un Polxit en prévision? Évidemment pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que sans l'Europe, d'abord il y a la question économique. Il faut voir qu'une partie, à peu près 4% de leur PIB chaque année, leur vient du budget européen. Vous ne passez pas de 4% du PIB du budget européen, ça, vous oubliez. Et la garantie de sécurité. Bon. Et en plus, si jamais Orban ou, par exemple, le Parti droit et justice quittait l'Union européenne, en Pologne, pardon, oui, c'est vrai que moi je baigne dedans, donc quitter l'Union européenne, je pense qu'il serait battu aux élections, parce que l'opinion publique veut rester au sein de l'Union européenne.
Alors, la question que vous posez, elle est ensuite assez complexe. Parce que ce qu'on n'avait pas vu, c'est que des pays, en fait, que la démocratie n'était pas une évidence pour les pays. C'est-à-dire que nous, on pensait, après 1989, comme beaucoup de monde, c'est la fin de l'histoire, et que la démocratie, l'état de droit, l'économie de marché étaient des valeurs qui allaient triompher. Il fallait s'ouvrir à l'ensemble de la planète, s'ouvrir à la Chine, et que la Chine, en commerçant, par le commerce, arriverait à la démocratie. Quel plantage monumental. On n'a absolument pas vu ce plantage. On pensait qu'il y avait une soif de liberté, de démocratie. En réalité, pour certains peuples, en Europe notamment, eh bien, la liberté n'est pas, je dirais, l'horizon indépassable. On a Pourtant, Jean Quatremer, la Hongrie était un pays, même sous le bloc soviétique, qui était plus libre que les autres. Mais c'est ça. Mais là, l'idée, c'était le fait que, par exemple, aujourd'hui, les juges ne soient pas indépendants, ça ne dérange pas une majorité de Hongrois. En Pologne, il y a beaucoup plus de résistance. Parce que la Pologne, il y a une vraie division entre les villes modernes et la campagne très réactionnaire. En Hongrie, vous avez raison, c'est beaucoup plus mélangé. Mais en tous les cas, l'indépendance judiciaire, l'indépendance de la presse, etc., ne sont pas des choses, au fond, auxquelles les Polonais, les Hongrois, en tous les cas, et peut-être une partie des Polonais, sont aussi attachés que nous le sommes. Ensuite, il y a une deuxième chose. Alors, sur l'état de droit, je trouve que nous avons raison de faire des pressions extrêmement fortes, peut-être d'une brutalité extrême à l'égard de la Hongrie et de la Pologne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, c'est plus seulement un projet économique, où on aurait pu s'accommoder de démocratie illibérale, mais de régime autoritaire, on va dire. On peut très bien s'en accommoder dans un régime où, à partir du moment où les règles de l'économie de marché sont respectées. À partir du moment où c'est un projet politique, là, il n'en est plus question. C'est-à-dire, si vous n'êtes plus une démocratie, vous devez partir. Moi, je veux bien être solidaire des Polonais ou des Hongrois, c'est-à-dire verser une partie de mes impôts pour les aider à se développer, mais évidemment pas s'ils se servent de mes impôts pour réduire au silence la magistrature, réduire au silence l'université, réduire au silence la presse. Ça, hors de question. Ils doivent partager mes valeurs. On est solidaire de quelqu'un qui partage vos valeurs de base. C'est la base de l'impôt en France. Pourquoi est-ce que vous acceptez de payer de l'impôt pour être solidaire de quelqu'un qui est au chômage ? Parce qu'au fond, globalement, on partage la même vision de la société. Et alors, et là, je devine votre point, il y a une deuxième chose qui est le modèle de société que veulent ces pays. Exemple, le refus du mariage gay. Il y a des pays comme Malte qui continuent à interdire totalement l'avortement. Il y a des pays qui... C'est le dernier, hein. C'est le dernier, absolument, mais qui interdit quand même l'avortement, limite où on le limite. En Pologne et en Hongrie, on est revenu très en arrière, refuse effectivement, comme j'avais dit, le mariage gay, l'adoption gay, considère que le transgenrisme est tout à fait, c'est un non-sujet. Mais ça, c'est des questions sociétales sur lesquelles l'Europe n'a aucune compétence. Et ça, je pense que c'est dramatique pour l'Europe, et pour l'Europe dans ces pays-là, parce qu'on se mêle de quelque chose qui ne nous regarde pas. L'Europe n'a pas de prétention en la matière. Elle n'a aucune compétence, mais le Parlement européen rêve d'avoir des compétences. Et donc, donne des leçons. Un certain nombre même de pays donnent des leçons à la Hongrie ou à la Pologne. Pourquoi pas ? On peut faire pression. Mais mélanger la question de l'état de droit avec la question des droits des LGBT+, etc., je veux dire, c'est deux choses complètement différentes. L'Europe n'a aucune compétence. Regardez aux États-Unis. Aux États-Unis, l'État fédéral n'a aucune compétence en matière de peine de mort. Chaque État fait ce qu'il veut en matière de mariage gay, en matière de divorce, etc. Je veux dire que l'État fédéral ne se mêle que d'un certain nombre de questions qui sont considérées comme des questions souveraines nationales. Et là, l'Europe, quand elle veut se mêler du modèle de société que veulent les États, je pense qu'elle fait fausse route. C'est très dangereux ce que le Parlement européen pousse les États à faire, c'est-à-dire se mêler de questions. On peut les critiquer, ça, la question n'est pas là. C'est-à-dire que moi, évidemment, vous imaginez bien, travaillant dans le journal auquel je travaille, que je suis favorable à une société totalement libre, tolérante, etc. Mais si les gens votent pour des partis politiques qui veulent mettre en place, justement, je dirais, une vision de la société qui n'est pas la mienne, c'est la démocratie. C'est la démocratie et on doit la respecter. Et normalement, l'Union européenne doit pouvoir héberger ces différences. Complètement. Mais d'ailleurs, c'était bien je veux dire que dans l'acte fondateur qu'est le traité de Rome et puis après les différents traités, je veux dire que le respect des différences nationales, le refus de l'unification, c'est dans nos valeurs. Le principe de subsidiarité, un principe catholique aussi. Il a été introduit dans le traité de Maastricht à la demande des Allemands pour qu'on arrête de se mêler de tout. Est-ce qu'il fonctionne bien aujourd'hui, Jean Quatremer, le principe de subsidiarité ? Vous pouvez nous donner un exemple de ce principe-là, de son application ? Là, un exemple où il dysfonctionne, c'est justement dans le modèle social. Là, clairement... Un exemple où il fonctionne.
Bah, c'est une bonne question. C'est-à-dire que la Là, vous me subsidiarité, prenez par c'est le surprise. principe que l'échelon inférieur, Oui. plus proche de la réalité, puisse, à partir du moment où il peut exécuter quelque chose, il n'y a pas de raison qu'il délègue à un échelon supérieur. Voilà. Absolument. Mais là, regardez, je trouve qu'il dysfonctionne plutôt le principe de subsidiarité parce que, par exemple, ce qui devrait fonctionner à l'échelon supérieur, c'est la défense ou la politique étrangère. Et là, c'est à l'échelon inférieur. Je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. En revanche, là où on peut se poser des questions, c'est sur l'unification de l'ensemble des normes commerciales. Ça pose un problème quand même. Parce qu'aux États-Unis, exemple, je vais aux États-Unis, je suis propriétaire d'une banque, j'ouvre une banque à New York. Très bien, vous avez l'autorisation, vous aurez votre banque à New York, mais ensuite il faudra que je demande 49 autres autorisations à 49 États. En revanche, un établissement américain arrive chez nous, obtient l'autorisation de s'installer en France, et bien automatiquement il a l'autorisation de s'installer dans les 27 autres États, dans les 26 autres États. Pourquoi Est-ce que ça correspond à quelque chose? Est-ce que là, on ne serait pas dans une application idéale du principe de subsidiarité? C'est-à-dire que chaque État doit pouvoir être libre d'accueillir ou de ne pas accueillir telle ou telle banque. Notre marché intérieur, il est bien plus unifié que tous les marchés intérieurs existants sur la planète, parce que, par exemple, dans les États fédéraux. Ça fait C'est sa assez force curieux. ou sa faiblesse? Ça fait sa force quand même. Alors, ça fait à la fois sa force et sa faiblesse, parce qu'on est très intégré à des niveaux, je dirais, que le citoyen peut considérer comme des points de détail, et nous ne sommes pas du tout intégrés dans les domaines souverains. Par exemple, la défense, la politique étrangère, l'immigration, l'asile, le séjour des étrangers, etc. C'est des choses qui relèvent de l'intérêt national européen. L'immigration, ça bouge un peu normalement. L'Union européenne voudrait peut-être avoir plus de prérogatives ou du moins une structure plus, j'allais dire, je ne sais pas plus quoi d'ailleurs, plus globale pour gérer la question de manière plus globale et pas la laisser aux États. Et d'ailleurs, les États se plaignent d'être, comme l'Italie ou la Grèce, se plaignent d'être en première ligne et d'être abandonnés par les autres États qui se défaussent sur eux. Donc l'Union européenne sent qu'il y a besoin de prendre les choses en main. Alors écoutez, sur la politique d'immigration, il y a une hypocrisie européenne et nationale, parce qu'en réalité, il y a une politique européenne d'immigration. Elle n'est pas sympathique, je ne l'aime pas. C'est quoi? C'est de laisser crever les immigrés dans la Méditerranée et de recevoir le minimum. Vous exagérez là, non? Je n'exagère absolument pas, ça j'assume complètement mes propos. C'est-à-dire on fait semblant d'eux. Mais l'idée, c'est d'avoir des hotspots quand même pour essayer de les retenir. C'est pas ça l'idée? Oui, bien sûr. On va déléguer le traitement de l'immigration à des régimes dictatoriaux. À la Libye, par exemple. Super sympa. Oui, ça c'est très. Alors là, les valeurs chrétiennes, elles sont respectées. Mais c'est peut-être le pragmatisme. Oui, le pragmatisme. Ils sont réduits en esclavage, les femmes sont violées, les enfants sont vendus sur les marchés. Ça, c'est un rêve absolu. Je suis désolé. Dire que notre politique d'immigration, elle est monstrueuse. C'est-à-dire aujourd'hui, on sous-traite à des pays qui ne sont pas des démocraties, effectivement, des hotspots, et on laisse. Et on espérant que les gens qui passeront travers, outre ces hotspots, se noieront en Méditerranée. La bataille, c'est quoi? C'est d'empêcher les ONG de faire leur travail. On les accuse désormais, les ONG qui vont sauver des migrants, des êtres humains. On les accuse de faire le jeu des passeurs. Vous vous rendez compte où on en est? En réalité, notre politique de l'immigration, c'est celle-là. Et en plus, elle est tellement pas organisée, donc le résultat, les gens qui arrivent ici, parce qu'ils finissent toujours pas passer, il n'y a aucun pays au monde, à part du temps de l'URSS ou l'Albanie dans Verojda, etc., où c'était complètement fermé, où là, aucun pays au monde ne peut empêcher les êtres humains de passer. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du mouvement humain. Eh bien, si les gens qui arrivent ici, chez nous, en tous les cas, sont tellement pas choisis que, au résultat, on a des gens qui ne sont pas formés, des gens finalement qui ont du mal à s'intégrer dans la machine économique. Qu'est-ce que vous préconiseriez, Jean Quatremer? D'abord, je pense que la fermeture des frontières, ça ne sert à rien. Il faut juste dire aux gens, voilà, c'est comme ça, on se mélange, on fait de moins en moins d'enfants. On peut pas dire, il faut des retraites, l'âge de retraite est 62 ans. Il nous faut des retraites avec un taux de remplacement de 74% ou 80%. Mais on veut moins d'enfants pour pouvoir mieux profiter de la vie. Et puis, on ne veut pas d'immigrer parce que, voir tous ces gens basanés dans la rue, ça nous dérange. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner à un moment ou à un autre. C'est-à-dire, on ne peut pas vouloir tout et son contraire. Vous savez, le beurre, le lait, le beurre, la crémière, etc. Et je m'arrêterai là parce qu'on est sur Radio Notre-Dame. Mais au bout d'un moment, il faut être un peu cohérent. Donc, moi, je pense que ça ne sert à rien et qu'il faudrait mieux organiser des flux. On a besoin de main-d'œuvre. Regardez aujourd'hui, quand vous voyez les annonces partout, il y a des tas de gens, des tas de métiers qui sont en surtension. Donc, on a besoin de ces gens-là. Pourquoi ne pas les faire venir? Pourquoi pas organiser des filières légales? Pourquoi dire? Mais l'Union européenne s'est prononcée là-dessus. Et il y a eu des rapports en disant on a besoin d'une immigration, 50 millions de personnes, je crois. Les États ne veulent pas. Les États qui bloquent. Les États bloquent. Regardez ce qu'a fait l'Allemagne. Elle a pris 1 million de réfugiés syriens. Super malin. Alors que nous, on en a pris
je sais pas, quelques milliers Mais par-ci beaucoup par-là, C'est et 1 marginal. million. Et comment ça se passe, l'intégration de ces Syriens? Ça se passe super bien. Pourquoi ça se passe super bien? Parce que ceux qui sont arrivés sont des médecins, des ingénieurs, des professeurs d'université, etc. Des gens dont l'Allemagne a besoin. L'Allemagne ne fait plus d'enfants. Et donc, ils ont parié sur l'immigration de gens qui sont des gens et très bien éduqués, qui pratiquent je dirais, la laïcité au sens où on l'entend, c'est-à-dire une séparation entre leurs croyances religieuses et je dirais, leur religion dans l'espace public. Et ça marche du tonnerre de Dieu. Ils ont réussi leur coup. Nous, on fait exactement la politique inverse, c'est-à-dire on chasse les meilleurs et le résultat, effectivement, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ne sont pas formés. Donc moi, je pense que, par exemple, une mesure simple, c'est d'essayer d'accueillir le maximum d'étudiants étrangers. On a besoin de ça. Pourquoi les Américains accueillent un maximum d'étudiants étrangers? Parce qu'ils en ont besoin. Donc on a besoin d'étudiants étrangers. Il faut leur donner une carte de séjour permanente quand ils arrivent chez nous. Et on leur dit, à la fin, vous rentrez chez vous pour développer votre pays, pour concourir. Ah, vous êtes médecin, on a besoin de médecins, je ne sais pas, au Sénégal, ailleurs. Mais si jamais ça ne marche pas, si jamais vous êtes malheureux, etc., vous avez le droit de revenir. Comme on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe à la fin de leurs études, ces gens-là? Ils restent clandestinement chez nous. Et ça, c'est dramatique. Et il faut sortir de cette logique mortifère. Un dernier mot, Jean Quatremer, comment analysez-vous la crise franco-italienne entre Gérald Darmanin et Giorgia Meloni? Moi, je trouve ça assez terrible ce qui vient de se passer parce qu'on a l'impression que Darmanin est en train de dire à Mélanie, en fait, tu n'appliques pas ton programme, enfin vous n'appliquez pas votre programme, qui est un programme très dur en matière d'immigration, c'est-à-dire avec la construction effectivement de hotspots, donc de centres fermés, etc., le refus des bateaux, etc. Et donc, vous n'arrivez pas à contrôler l'immigration. C'est extraordinaire. Donc en gros, il dit à Mélanie, tirez à la mitrailleuse lourde pour empêcher les types d'arriver chez vous. Mais qu'est-ce qu'il veut exactement? Qu'elle applique son programme? Heureusement, elle ne le fait pas. Heureusement, elle est en coalition. Heureusement, elle est obligée de gouverner avec des forces qui sont beaucoup plus tolérantes et démocratiques qu'elle. Et heureusement, Mélanie joue le jeu européen. Donc qu'est-ce qu'il souhaite exactement? Ou alors est-ce qu'il veut envoyer le signal que lui, il est plus dur que Mélanie? Qu'au fond, nous, on a la vraie Mélanie qui est Gérald Darmanin. Je suis sidéré par cette sortie. D'ailleurs, au Quai d'Orsay, ils étaient fous de rage. En disant, mais qu'est-ce qu'il lui a pris de s'en prendre comme ça à une dirigeante européenne? Donc voilà, c'est du Darmanin, quoi. Merci beaucoup pour votre analyse, Jean Quatremer, en cette journée du 9 mai, journée de l'Europe. Je rappelle que vous êtes correspondant européen du journal Libération, donc correspondant à Bruxelles. Merci et à bientôt, j'espère. À bientôt.